Merci beaucoup d'être ici parmi nous ce soir. Merci à ceux qui sont à la fois ici ce soir en présentiel malgré les vacances, et merci à tous ceux qui se sont connectés en ligne. Je vois qu'il y a des personnes d'Afrique et d'Amérique du Sud, donc on est très contents de tous vous retrouver. Je vais vous faire alors peut-être une toute petite présentation si des personnes ne connaissent pas l'endroit où on est actuellement ce soir. Donc, nous sommes au tiers-lieu de l'Ermitage. Alors, pour ceux qui ne sauraient pas ce qu'est un tiers-lieu, c'est un lieu qui n'est pas, qui n'est pas le lieu de l'habitation, qui n'est pas le lieu du travail, mais un troisième lieu où on peut se rencontrer, où on peut se connaître au travers d'activités autres. Donc la vocation du tiers-lieu de l'Ermitage, c'est d'être un lieu de partage et un lieu où chacun peut s'épanouir à la fois personnellement, spirituellement, mais aussi au niveau écologique et social. Donc, sur le site, on accueille 30 personnes en situation de précarité qu'on accompagne dans leur transition personnelle pour leur permettre d'avoir un emploi, un travail. On accueille aussi tout un travail, un processus de transformation écologique avec des ateliers de permaculture, avec tout un travail de cohérence pour rendre ce lieu respectueux de l'environnement et des hommes. Et donc, on est très heureux de vous accueillir ce soir et de permettre ce cycle de conférences pour essayer de réfléchir ensemble, d'avoir un endroit pour rêver notre société, la société de demain. Donc, je vais laisser la parole à Laurent Marbacher, donc je vais le laisser se présenter. Donc, Laurent qui a beaucoup travaillé sur cette question de l'évolution de la société au travers de l'entreprise, et donc qui est quand même une partie importante de nos vies. Donc, Laurent qui connaît Fondatio, donc je te laisse te présenter. Oui, écoutez, je m'appelle Laurent Marbacher, j'ai 56 ans. J'habite en Anjou et je suis depuis 25 ans à mon compte et j'accompagne les chefs d'entreprise qui choisissent de donner le meilleur de ce qu'ils ont dans leur trip, j'ai envie de dire, ou dans leur cœur, et qui aussi s'appuient sur la responsabilité, la liberté de leurs équipes pour réaliser leurs projets. Voilà. Et puis, je ne veux pas dire à mes heures perdues parce que c'était un travail important, aussi chercheur, dans le sens du travail qu'on a fait avec mon co-auteur et dont je vais vous entretenir ce soir, chercheur sur les formes nouvelles d'organisation, des modes de leadership différents qui permettent peut-être d'apporter une lueur d'espérance dans ce monde que nous connaissons. Voilà. Merci. Donc, on va laisser Laurent présenter, et puis si on a par la suite des questions, aussi bien ici à l'Ermitage ou en ligne, vous aurez aussi le temps de les poser. Alors, on y va. Je reste assis, on a dit. Alors, je vais commencer peut-être par... il faut bien que je me connecte. Voilà. Je vais commencer peut-être par décrire l'enjeu du propos de notre livre, donc notre livre qui s'appelle L'entreprise altruiste, et qui décrit un certain nombre d'entreprises différentes, peut-être d'un genre ou d'une espèce nouvelle. C'est en tout cas notre propos. Il y a un souci de micro. Non, c'est que je ne vois pas la même image sur ton... Ah. Est-ce que c'est bien partagé ou bien c'est ton... Je suis en train de partager mon écran. Parfois, il y a peut-être un petit délai de réseau. Je ne vois aucun document joint. Non, c'est pas ça. Et là, vous ne voyez rien toujours? Non, c'est le même que... Ou sinon, si je te... Non, ça va être la même chose. Pourtant, c'est bien toi qui partages. C'est moi qui partage. Attends, je vais recommencer. Je vais arrêter de partager et recommencer à partager. Voilà. Voyons voir. Hop, je sors de là. Je vais sur Zoom. Et je partage mon écran. Donc peut-être vous allez voir au moins ça. Oui. La question, c'est est-ce que si je me mets en mode... Ça marche? Oui. Alors, c'est parti. Je vais commencer par une citation
Et je vais vous demander d'essayer de trouver qui a pu dire une chose pareille. Si l'objectif de chaque entreprise ne consiste pas essentiellement à promouvoir la santé et le bien-être de la planète et de toute forme de vie, si ces principes ne sont pas fondés sur la distribution équitable du pouvoir et des richesses, si elle évite sa responsabilité dans la subsistance des familles et des territoires où elle opère, enfin, si elle n'a pas de système de valeurs ou que celui qu'elle a est dépourvu de tout contenu éthique ou moral, alors il est difficile de voir pourquoi l'entreprise devrait bénéficier des autorisations et des protections que lui donne l'État au nom de la société. Qui a pu dire ça? Je vous laisse réfléchir. Un petit écho ici, c'est normal. Est-ce qu'il y a des idées dans la salle? Sur Internet, vous pouvez mettre dans le chat vos idées. Qui a pu dire une chose pareille? Voilà. Aucune idée. Un politique, pourquoi pas. Quelqu'un dit sur le chat Laudato Si. Laudato Si, ce n'est pas le pape François, mais... Pardon? Borloo, Jean-Louis Borloo. C'est une idée. Est-ce que c'est un politique déjà? Ça nous permet d'avoir des indices. Voyons voir. Bernie Sanders, Greta, Che, pourquoi pas Lénine finalement, si c'est un politique? Je vous donne la réponse. C'est le premier président de la carte bancaire Visa internationale, un certain Dee Hock, qui a créé cette entité dans les années 70. Et cet homme qui était vraiment avec une vision très profonde de ce que devaient être les organisations et de ce que pouvait être aussi le rôle d'un leader contemporain, Dee Hock en fait pose à travers cette citation et à travers cette question, de mon point de vue, ce qui est l'enjeu fondamental pour aujourd'hui. C'est-à-dire, quelle est la légitimité des entreprises pour avoir le droit d'opérer? Pourquoi sont-elles légitimes? En quoi sont-elles légitimes? Et c'est une question, je pense, qui, qu'on le veuille ou non, perturbe un certain nombre de dirigeants. Pourquoi? Parce que la pression vient des salariés, bien sûr. Vous avez tous entendu parler du manifeste des étudiants pour un renouveau, c'était un renouveau écologique, je crois, hein, dans lesquels ils disent noir sur blanc, les étudiants de nos plus grandes écoles, hein, nous refusons un système dans lequel ces questions-là ne sont pas prises en compte. Nous refusons d'aller travailler dans les entreprises qui ne prendraient pas en compte de façon sérieuse, au-delà du greenwashing, ces questions-là. 2 étudiants sur 3. 2 étudiants sur 3. C'est une question du point de vue des clients. Il y a des statistiques qui nous disent que presque 90% des clients seraient prêts à changer de marque pour une marque qui porterait et aurait un comportement et des valeurs tout à fait alignés par rapport à ces croyances-là. C'est une demande de la société et c'est même aussi une demande des investisseurs. Mais la question pour un dirigeant, pour un leader d'entreprise, c'est ok, tout ça c'est très bien, mais comment je m'y prends? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle est la voie? Quel est le chemin que je peux prendre? On est marqué, vous le savez, par plus de 50 ans d'une doctrine économique, financière, qui est née en particulier, qui a été cristallisée autour d'un économiste qui s'appelle Milton Friedman, qui déclarait, qui a écrit un article en septembre 1970, la responsabilité sociale de l'entreprise est de maximiser ses profits. Et nous vivons sur ce régime, c'est ça qui est enseigné depuis 50 ans dans nos écoles de commerce, dans les programmes de MBA, et qui, en quelque sorte, crée le champ magnétique de la plupart des entreprises. Attention, je ne veux pas généraliser, mais quand on parle des grandes multinationales et de beaucoup d'entreprises, c'est ça qui crée, en fait, qui oriente en fait l'activité des entreprises. Alors, par rapport à cette question, comment est-ce qu'on peut s'y prendre autrement?
Nous, notre voyage avec mon co-auteur Isaac Getz nous a menés sur 3 continents pendant 5 ans et où nous avons été explorer des entreprises qui avaient une façon de s'y prendre avec leurs interlocuteurs, leurs clients, leurs fournisseurs, et je vais détailler ça dans un instant, une façon de s'y prendre tout à fait différente de celle qui est enseignée dans nos écoles. Et alors, au fur et à mesure de notre enquête, de nos rencontres, on a fini par trouver un espèce de fil conducteur et de point commun qu'on a appelé l'entreprise altruiste, et un peu comme si on avait découvert une nouvelle espèce. Vous voyez, parfois les explorateurs vont dans des coins perdus et trouvent, tiens, il y a une espèce un peu différente, et c'est cette espèce dont je voudrais vous parler après. Alors, ma première partie sera vraiment autour de la description, on va dire, de cette espèce, et puis dans un deuxième temps, j'essaierai de répondre à la question, mais en fait, comment est-ce qu'on passe d'une entreprise normale pour aujourd'hui à une entreprise qui serait plus altruiste. Quand vous vous promenez, quand vous allez visiter une entreprise qui s'appelle LSDH, donc la laiterie Saint-Denis de l'Hôtel, qui se trouve près d'Orléans, pas loin des bords de la Loire, vous arrivez sur la grande usine d'LSDH. Donc LSDH historiquement c'est une laiterie, hein, et puis fait des boissons, donc du lait en pack, hein, mais à marque distributeur, mais fait aussi des laits de coco, des laits d'amande et aussi des jus de fruits, notamment des jus de fruits fabriqués en Alsace. Je suis alsacien, j'ai oublié de le préciser. Ils ont racheté il y a quelques années les vergers d'Alsace. Et vous arrivez dans l'usine, et alors votre regard est un peu intrigué sur la gauche parce que vous voyez cette cabane ou cette petite maisonnette qui s'appelle la Maison des Routiers. Et de quoi s'agit-il? Vous savez que dans toutes les usines du monde, dans tous les entrepôts du monde, il y a des gens qui conduisent des camions, qui ont parfois traversé l'Europe entière et qui attendent, parfois 1 heure, parfois 3 heures, parfois une nuit entière, que leur déchargement ou leur livraison correspondent au cycle de fabrication de l'usine. Dans la plupart de ces entrepôts ou de ces usines, ces gens-là attendent dans leur camion et dorment un petit peu. Eh bien, chez LSDH, on considère que accueillir l'autre, recevoir l'autre, eh bien, on le fait comme on accueillerait n'importe quelle personne dans notre maison. Et donc, ils ont mis à disposition des routiers cette maison dans laquelle il y a de la nourriture gratuite à volonté, il y a un téléviseur pour regarder un programme, des lits pour pouvoir se reposer et surtout, chose essentielle, pouvoir prendre une douche pour pouvoir aussi, dans ces longs voyages, conserver un minimum d'hygiène. Voici quelques témoignages sur les grands livres d'or qu'on a dans cette maison des routiers. Femme de routier, quel bonheur de pouvoir retrouver un peu de dignité et prendre soin de soi. Merci pour l'accueil de cette maison laissée à disposition des chauffeurs. Camille. En 15 ans, c'est la première fois que je vois autant de confort chez un client. Je vous remercie vraiment, ça fait plaisir de se sentir respecté. Et vous en avez des pages et des pages. Il y a 3 volumes complets de témoignages de routiers qui se sentent dans cette entreprise accueillie. Alors, cet exemple, et puis les autres que je vous donnerai, montrent en fait plusieurs caractéristiques de ce que nous avons, nous, défini sous ce terme d'entreprise altruiste. Pour nous, et les entreprises dont on parle dans le livre, hein, il y en a plusieurs dizaines, sert ces interlocuteurs externes, comme les routiers par exemple, de façon inconditionnelle, sans se préoccuper est-ce que ça va être rentable de faire une maison des routiers, et à travers toutes ces activités de cœur de métier. C'est-à-dire que ce service ne se fait pas à travers une fondation extérieure, des dons à une ONG, etc. C'est dans leurs opérations normales, naturelles de tous les jours. Et le paradoxe aussi, c'est qu'en agissant ainsi, ce sont des entreprises florissantes. Alors, on va maintenant regarder chacun de ces 3 termes, interlocuteurs,
de façon inconditionnelle dans toutes ses activités de cœur de métier. Et on va faire ça avec quelques exemples. Premier exemple, quand on parle d'interlocuteurs externes, ce sont tous les gens qui sont à la porte de l'entreprise. Donc, évidemment, une des personnes qui sont à la porte de l'entreprise, ce sont les clients. Alors, vous allez me dire, quoi de plus normal pour une entreprise que de servir ses clients? On pourrait dire que c'est la base de n'importe quelle entreprise. Pourtant, ce monsieur Airo Naito, qui est le PDG de cette entreprise qui s'appelle Eisai, qui est un des 20 premiers laboratoires pharmaceutiques mondiaux et qui est une entreprise cotée en bourse à la bourse de Tokyo, ce monsieur, un jour, a eu une crise personnelle parce qu'il s'est rendu compte que son entreprise, qui était une entreprise familiale au départ, une partie de son entreprise, une unité, il y avait eu de graves malversations. Et vous savez que dans le code de l'honneur, vous savez, des samouraïs, dans la tradition à laquelle faisait partie aussi M. Naito, l'honneur de la famille, en fait, était blessé du fait de ces malversations. Et donc, cette crise personnelle a fait qu'il a perdu, je crois, 20 kilos en 3 mois et qu'il s'est posé profondément la question, comment se fait-il que mon entreprise, avec les valeurs que je porte, avec ce que je veux faire, de telles choses soient possibles? Et le fruit de sa réflexion a été le suivant. Il s'est dit, mais en fait, on a défini pour les gens, notre entreprise, elle est faite pour inventer, développer et vendre des médicaments qui sont spécialisés dans les maladies type Alzheimer, les dégénérescences neurologiques, etc. Les gens ont considéré que c'était ça notre métier. Mais est-ce que c'est vraiment ça? Et donc, en réfléchissant à tout ça, il en est venu à la conclusion et à la décision apparemment anodine de dire partout où il allait, à tous ses collaborateurs, à ses clients, aux médecins, etc., le but d'Eisai est de soulager la souffrance des patients et de leurs familles. Ça peut paraître assez anodin comme changement. Néanmoins, ça a donné lieu à toute une série d'innovations à partir du moment où les salariés ont compris. On donne l'exemple dans le livre d'une visiteuse médicale qui passait son temps à essayer de faire des visites chez les médecins pour leur fourguer les médicaments du laboratoire, et puis qui avait beaucoup de mal sur son secteur. Et à un moment, elle est dans son, avec son ordinateur dans la salle d'attente, et puis elle voit que c'est très difficile, qu'elle a beaucoup de mal à atteindre ses objectifs. Elle se dit, ah, mais monsieur Naito, il ne nous avait pas dit que le but, c'était de soulager la souffrance des patients. Elle se dit, mais attends, des patients, j'en ai là. Et donc, elle ferme son ordinateur et elle commence à parler aux patients de leur souffrance pour essayer de comprendre ce que c'est. Et à travers cette simple prise de conscience, cette femme a inventé en fait une méthode commerciale pour vendre aussi les produits, mais totalement autre, où elle n'était plus obsédée par le nombre de visites, le nombre de médecins, le nombre de produits qu'elle vendait, mais par l'intérêt aux maladies dont le laboratoire s'occupait, avec des ONG, des associations de patients, des cercles médicaux de médecins qui voulaient vraiment soulager la souffrance des malades et de leurs familles. Donc beaucoup d'innovations. Et puis, à tel point, si vous voulez, là vous voyez mon co-auteur Isaac déguisé, à tel point que, si vous voulez, que quand vous allez sur le site de Eisai, ils ont une philosophie qu'ils appellent le 1%. C'est-à-dire que tous les salariés d'Eisai, quels qu'ils soient à la chaîne en train de produire des médicaments dans l'usine ou qu'ils soient commerciaux, comptables, passent 1% de leur temps tous les ans à rencontrer des patients, sans aucun autre objectif que de parler avec eux et d'essayer d'intégrer le point de vue du patient ou de sa famille. Et ils ont aussi des formations dans lesquelles ils sont mis en situation, qu'est-ce que ça veut dire vieillir, qu'est-ce que ça veut dire être une personne âgée avec un poids, des difficultés voilà, pour qu'ils ressentent aussi physiquement ce que signifie la maladie, en tout cas l'âge et les difficultés liées à l'âge. Donc, tous les interlocuteurs externes, je pourrais vous donner d'autres exemples, évidemment aussi avec les fournisseurs, on l'a vu avec
avec les routiers. Voilà. Deuxième point, servir ces interlocuteurs externes de façon inconditionnelle. Encore une fois, d'une manière qui n'est pas d'abord avec la préoccupation, est-ce que si je le sers, ça va être rentable? Nous revenons en France cette fois-ci. Ces deux chefs d'entreprise, Jacques Horowitz et Daniel Habitant, ce sont eux qui ont ensemble, alors Daniel Habitant, que vous voyez sur la droite, lui est un entrepreneur en série. C'est lui qui avait créé à l'époque de la photo argentique, qui avait créé Photoservice et qui ensuite a créé des magasins de lunettes, deux chaînes différentes, parce qu'il voulait se faire à lui-même la concurrence. Donc, Grand Optical et puis peu importe. Et qui a aussi donc créé avec Jacques Horowitz ces belles maisons qui sont des lieux de séminaires qui s'appellent châteaux formes. Et donc les grandes entreprises vont faire des séminaires dans des beaux châteaux avec tous les services compris. Et Jacques Habitant, dans cette maison, comme dans ses magasins d'optique, comme il a aussi une chaîne qui s'appelle Acuitis, qui fait des produits d'audition et aussi des lunettes, travaille avec cette injonction qu'il appelle, lui, l'injonction fondamentale pour ses salariés. Je vous donne tous les droits pour satisfaire nos clients, quel qu'en soit le coût, et sans demander la permission à quiconque. Et pour Habitant, c'est un combat de tous les jours. Pourquoi? Parce que tout le monde ici dans cette salle, si nous sommes salariés, on pense au bien de l'entreprise. Et ça peut être bien d'économiser les coûts quand même. Alors, je vous raconte l'histoire des petites boîtes à savon. Dans un château forme, il y a, vous voyez, ces petits bocaux là, ces petits distributeurs de savon, et ils sont aperçus qu'après certains séminaires, ils sont tellement jolis qu'ils disparaissent. On parle de cadres supérieurs, ce pas de grandes entreprises qui vont faire des beaux séminaires chez Château Forme, mais ils sont tellement jolis que ça leur plaît, et certains les subtilisent, mettent ça dans leur sac, dans leur valise. Et alors, un salarié bien intentionné dit, bon, nos petits distributeurs tout jolis, là, on va arrêter, on va prendre un truc en plastique qu'on achète dans le supermarché et ça fera l'affaire et comme ça, on va éviter de perdre tout cet argent. Habitant, c'est le seul moment où il pousse des colères noires. Il dit, rappelez-vous l'injonction fondamentale. Si on arrête de servir de façon inconditionnelle nos clients, nous allons les perdre. Si un client nous dit je veux faire du cheval et qu'il n'a pas pris l'option cheval quand il a fait sa commande de son séminaire, on va faire du cheval et on va lui permettre de faire du cheval. C'est pas grave, parce que s'il repart de chez nous avec l'idée qu'il n'en a pas eu pour son argent ou que Château Forme l'a plus ou moins volé, eh bien, il ne reviendra plus. Et s'il ne revient plus, il va en parler à 10 personnes, et ça fait 10 personnes, etc. Et donc, il explique aux gens le calcul de ce que peut représenter la petite économie qu'on pense faire dans l'instant, la perte que ça représente pour l'entreprise sur 5 ans ou sur 10 ans. Alors, jusque-là, vous pouvez dire, bon, ben, ok, les fournisseurs, les routiers, ici, tout ça, finalement, c'est du commerce bien compris. Parce que si les routiers sont bien reposés, ils vont travailler mieux, la livraison se fera mieux et donc ça sera plus efficace. Si les clients, eh bien, on les bichonne, forcément, le business va marcher, mais donc on peut imaginer que c'est un calcul. Pourquoi est-ce que toutes les entreprises ne font pas ça, si c'est un calcul rentable? Il y a dans ces entreprises altruistes quelque chose qui est de l'ordre du pari. Parce qu'il n'y a pas d'explication ou de modèle mathématique qui peut vous expliquer je fais ce choix du service inconditionnel de mes interlocuteurs, alors j'aurai des résultats économiques exceptionnels. Ce n'est pas une équation mathématique, c'est un pari. Dernier thème, à travers toutes ces activités de cœur de métier. Encore une fois, l'entreprise altruiste se distingue en particulier de toutes les démarches qu'on peut voir où on essaye
si vous voulez, de s'acheter une virginité en compensant tous les dommages qu'on peut faire à la planète, aux arbres, à notre CO2, enfin, consommation, enfin, le gaz à effet de serre qu'on émet, etc. Les entreprises que nous avons rencontrées, en fait, regardent chacune de leurs activités et cherchent à les améliorer de façon constante pour être dans ce service et dans la création de valeur sociale ou sociétale. Un exemple, nous partons en Norvège. Ici, vous avez Odd Reitan, qui est le fondateur du groupe Reitan, du même nom, qui a à la fois des supérettes, comme le Rema 1000 que vous voyez ici sur la gauche, et qui est aussi un distributeur de pétrole ou de station-service. Voilà. Reitan a décidé, alors j'oublie un détail, excusez-moi. Odd Reitan a écrit une espèce un peu sa Bible, si vous voulez, ses principes clés, et c'est ça qui est donné à tous les salariés. Donc il dit, je veux être la plus belle entreprise au monde guidée par les valeurs. Et parmi les valeurs ou les points clés de Reitan, il y a ce point qui est tout commence par un rêve. Et donc, nous allons favoriser, permettre, encourager la réalisation des rêves de nos salariés. Des rêves personnels ou des rêves professionnels. Nous avons vu par exemple une salariée qui avait le vertige et qui avait envie son rêve c'était de pouvoir monter, escalader 5 mètres pour essayer de vaincre son vertige. Et on la voit avec un instructeur, avec tous ses collègues de son service pour l'encourager, etc. Et qui réussit à faire ces 5 mètres. Voilà. Alors après, vous êtes en Norvège, donc en fait, elle nous dit avant qu'elle a très peur et qu'elle est paniquée, et après, elle vous dit qu'elle est super contente d'avoir réussi. Mais bon, c'est à peu près le même visage, parce qu'en Norvège, oui, on n'exprime pas exactement comme chez nous. Mais voilà, on aide à la réalisation j'espère qu'il n'y a pas de Norvégiens dans la salle. On aide à la réalisation des rêves personnels. Mais on aide aussi à la réalisation des rêves professionnels. Et par exemple, il y avait une jeune femme chez Reitan qui était très sensible à la souffrance animale et qui disait les conditions en fait d'élevage ne respectent pas suffisamment le bien-être animal, etc., d'élevage des poulets. Et donc, parfait, j'ai un rêve, moi, c'est qu'on respecte ces conditions-là, qu'il y ait davantage de bien-être animal, etc. Ok, on va t'aider à réaliser ton rêve professionnel. Et cette femme, je vous le fais bref, en changeant justement la race de poulets, qui sont maintenant ces beaux poulets Hubbard, non seulement a amené dans toute la filière de tous les poulets vendus par Reitan dans tous les pays nordiques, a amené des conditions de production et d'élevage des poulets conformes aux standards les meilleurs, si vous voulez, en matière de bien-être animal. Mais chemin faisant, parce que toute l'entreprise était derrière elle pour réaliser cela, elle a modifié les processus industriels, elle a amélioré la qualité du produit final au consommateur, tout cela sans augmenter le prix pour le consommateur. Vous voyez, donc, à travers le cœur de métier, à travers le fait de favoriser le rêve, le fait que chaque salarié aille au bout de son projet, voilà un exemple. Un autre exemple chez Reitan, ils investissent depuis plusieurs années totalement à fond perdu, sans qu'il y ait de marché, pour installer des stations-service à hydrogène. Parce qu'ils pensent que tant qu'il n'y aura pas un réseau de pompes à hydrogène suffisant, les gens n'achèteront pas de voitures à hydrogène. Et eux, ils pensent, même s'ils vendent aussi des stations de recharge électrique, etc., ils pensent que l'hydrogène, c'est meilleur pour la Norvège et pour le monde. Et donc, ils disent, nous, on installe des stations à hydrogène et ils le font sans qu'il y ait de marché, sans que ce soit rentable. Alors, une fois qu'on a décrit ou défini, alors à grands traits, évidemment, il faut qu'on rentre un peu plus dans le détail, et puis peut-être avec d'autres exemples, mais dans ce qu'est une entreprise altruiste, la question qui peut se poser immédiatement, c'est bon, ok, moi je suis dirigeant d'entreprise, j'essaie de faire au mieux, mais comment je peux m'y prendre? Qu'est-ce que je dois faire? Ça veut dire quoi, fondamentalement? Alors, je vais simplement peut-être évoquer trois aspects qui sont très importants. Le premier,
et c'est peut-être à travers 3 questions. La première question, c'est vraiment se demander qu'est-ce qui est premier pour moi en tant que leader, en tant que dirigeant. Qu'est-ce qui est vraiment premier? Vous savez que depuis 30 ans, il y a ce qu'on appelle le triple P, donc le profit, la planète et les people, les gens. Hein, voilà. Et c'est ça un peu qui constitue ce qu'on appelle le capitalisme des parties prenantes. Hein, et on dit, voilà, il faut équilibrer les intérêts de ces différents presque copropriétaires, on ne parle pas de copropriétaires, en tout cas parties prenantes, des gens qui influent sur le devenir, l'existence, la pérennité d'une entreprise. L'inventeur du triple P, qui s'appelle un certain John Elkington, a écrit il y a peu de temps un article dans la Harvard Business Review en disant j'ai créé ce concept, mais comme les voitures, quand il y a un problème, il faut faire un rappel au chef garagiste pour réparer le truc. Et il dit, moi, ce concept, il faut que je fasse un rappel parce que ça ne marche pas. Les gens ont compris qu'il y avait le profit d'abord et ensuite, il fallait équilibrer avec la planète et avec les people. Voilà. La question qui est posée, et c'est pour ça que ce mot inconditionnel est très important pour nos entreprises altruistes, c'est la question qu'est-ce qui est vraiment premier, qu'est-ce qui compte vraiment? Et là, j'introduis cette question de ce qu'on appelle le concept d'obliquité. L'obliquité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le profit n'est pas un but, c'est un résultat, c'est une conséquence. D'accord? Donc, la recherche de la valeur sociale n'est pas limitée par la recherche du profit et ce sont toutes les activités de cœur de métier qui sont concernées. Ce n'est pas uniquement une partie où je fais un business un peu plus social, etc. C'est toute mon entreprise. Alors, pour bien comprendre ce concept d'obliquité, c'est-à-dire le fait d'obtenir un résultat qui est une valeur économique, mais de façon indirecte parce que je me concentre sur la valeur sociale, je vais vous donner un autre exemple. Je regarde l'heure parce que je suis très bavard. Hein, donc, je peux continuer, ça va. Je n'endormais pas complètement. Imaginez que vous soyez la présidente ou le président du club de basket universitaire UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles. Vous savez que le championnat de basket universitaire aux États-Unis, c'est une des compétitions les plus difficiles. Ah voilà, il y a un amateur. Une des compétitions sportives les plus difficiles au monde parce que c'est des matchs qui s'enchaînent dans une période de temps très réduite. Voilà, puis il faut se balader aux différents coins des États-Unis. Vous voulez recruter un nouvel entraîneur. Vous faites passer des entretiens et vous avez ce petit monsieur devant vous qui est candidat pour le poste d'entraîneur de l'équipe de basket de UCLA. Ce monsieur s'appelle John Wooden. Et vous lui demandez quand même, parce que c'est important que vous soyez bien au clair sur le but qui est poursuivi à travers cette embauche. Hein, et vous lui dites, monsieur Wooden, est-ce que vous pouvez me dire quelle est votre définition du succès? C'est important. Et alors, il vous répond ça. Le succès, c'est la paix de l'esprit, qui est un résultat direct de la satisfaction personnelle de savoir que vous avez fait l'effort de devenir le meilleur de ce que vous êtes capable de devenir. Est-ce que vous embauchez John Wooden? Vous êtes président du club quand même. Hein. Il y a de gros enjeux financiers tout de même dans l'histoire. Est-ce que vous embauchez John Wooden? Oui. Ici, il y a quelqu'un qui dit oui. Ça fait un peu peur. Tout le monde n'est pas archi convaincu sur Internet, je ne sais pas. Alors, avec cette philosophie, voici, là vous le voyez ici avec Karim Abdul-Jabbar, un des plus grands basketteurs de l'histoire du basket américain. Voici le palmarès de John Wooden. Il gagne. Là, ils sont que finalistes en 66. Voilà. Pendant plus de 10 ans, John Wooden et son équipe, avec des joueurs qui ont évolué, a dominé le championnat universitaire américain. Uniquement à partir de cette philosophie. Ce qui veut dire que dans sa façon d'agir, si son équipe perd et que les gars se sont donnés à fond, qu'ils ont donné le meilleur qu'ils étaient capables de donner, il les félicite, il les remercie, bravo les gars. Si son équipe gagne et qu'ils voient qu'ils n'ont pas donné le meilleur, ils sont redressés, tirés les bretelles. D'accord?
Le résultat est une résultante. Une résultante de quoi? De la focalisation qu'on met sur l'objectif, qui dans le cas des entreprises altruistes est l'objectif social, et dans son cas, qui est son objectif à lui. Alors, il l'a exprimé avec cette définition de succès. Son objectif à lui, c'était de former des hommes. Parce qu'il avait des jeunes gars qui arrivaient là, qui allaient avoir une carrière vertigineuse, gagner beaucoup d'argent très rapidement. Il voulait qu'ils aient une solidité personnelle, une solidité intérieure. Et c'était ça le but de sa vie. C'est pour ça qu'il faisait ce métier de coach d'équipe. Mais le résultat, chemin faisant, il a fait gagner UCLA pendant des années. Et vous voyez le type d'amitié qui se lie entre cet homme et ce grand champion qui est Karim Abdul-Jabbar. Donc, principe d'obliquité. Qu'est-ce qui est premier? Moi, en tant que leader, qu'est-ce qui est premier dans mon entreprise? Est-ce que c'est le profit? Est-ce que j'essaye de faire l'équilibre entre différentes choses? Ou est-ce que je considère que ma finalité, c'est de créer une valeur, un bien social ou sociétal? Deuxième question à se poser, c'est est-ce que je veux des transactions ou est-ce que je cherche des relations? La vie économique, évidemment, est pleine de transactions. C'est pour ça que, par rapport à l'expression partie prenante, qui est employée très couramment dans le monde de la RSE, de Bicorp, etc., on a préféré parler d'interlocuteur. Parce que, vous voyez, on pourrait dire, pour l'SDH, la partie prenante, c'est mes fournisseurs de supply chain, les entreprises de transport. Vous voyez? Donc là, bon, voilà, c'est un interlocuteur abstrait. Le routier, il a un visage, il a un nom. Donc, c'est quelqu'un avec qui on tisse une relation. Donc, c'est tout à fait différent. Nous partons en Californie. Nous avons une entreprise qui s'appelle The Fruit Guys, donc qui livre des fruits frais, qui a dû changer aussi de son activité au moment de la crise du Covid, mais qui livre des fruits frais dans les grandes entreprises de la Silicon Valley. D'accord? Ce n'est pas la high-tech, c'est la low-tech. La Silicon Valley, il livre à Adobe, à Apple, à toutes ces boîtes-là, Salesforce, des fruits pour que les salariés se portent bien. Évidemment, des gens qui sont très importants pour The Fruit Guys, ce sont les producteurs de fruits, avec qui ils tissent des relations, non pas des transactions. Et ici, on parle dans notre livre de l'exemple de ce producteur, Torrey Olson. Comme nous l'a dit une certaine Rebecca, qui se décrit comme étant détective en fruits, parce qu'elle va justement chercher les meilleurs producteurs, les meilleurs fruits pour pouvoir les offrir à ses clients. Rebecca nous a dit les poires de Torrey Olson, elles sont tellement bonnes, tellement juteuses qu'une fois après en avoir mangé, il faut prendre une douche. Et Torrey Olson, une année, a un problème d'infestation. Bon, il est bio, et puis il y a un parasite qui arrive dans ses récoltes, etc. Et il est obligé de la refaire. Et toujours est-il que ces pommes n'ont pas le bon calibre. Et Rebecca va voir Torrey Olson dans son exploitation. Il le voit en larmes. Et il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi il y a quelque chose qui ne va pas? Il parle de sa récolte et du fait qu'elle est perdue, quoi, parce qu'il sait très bien que dans les standards de Fruit Guys, ça ne va pas passer, ça ne va pas aller dans les cagettes qui livrent à leurs clients, etc. Que fait Rebecca? Elle le prend dans ses bras et elle lui dit, Torrey, on va prendre ta récolte, on va trouver une solution, ne t'inquiète pas. Et ils ont inventé une façon de valoriser la production de Torrey Olson, en expliquant d'ailleurs aux clients l'histoire des pommes, etc. Pourquoi, voilà. Donc, vous voyez, le point de départ, c'est la relation, c'est la personne. Et c'est à partir de là qu'on fait une entreprise, qu'on fait des affaires. Troisième point, je serai un petit peu plus long là-dessus, et ensuite je conclurai. Quand on veut passer à ce type d'entreprise, on peut se poser la question, vous voyez, parfois on parle d'une entreprise de plan de transformation, de changement, et alors c'est souvent des choses qu'on ajoute, quoi.
C'est-à-dire, on va créer un nouveau système d'information, un CRM, je ne sais pas quoi, une plateforme machin, on crée un nouveau produit, on rajoute des choses. On part en Suède. Un autre banquier, Jan Wallander. Et là, nous sommes exactement à la même époque que notre banquier précédent. Et la question de Jan Wallander, il devient le nouveau patron d'une banque nationale qui s'appelle la Handelsbanken, qui connaît des difficultés. Et lui avait déjà redressé une banque régionale en difficulté. Et Jan Wallander, qui est économiste à la base, se dit, bon, je vais transformer cette banque archi-traditionnelle dans son mode de fonctionnement pour lui permettre de servir des clients tout à fait différents. Et alors, quand je parle des choses à enlever, vous voyez, j'aime bien ce petit dessin, je ne sais pas si vous connaissez Dilbert, mais c'est toujours rigolo. Notre objectif est de vendre 1 million d'unités de ce trimestre. Avons-nous des objectifs de satisfaction de nos clients? Non, mais je parle de nos objectifs, pas des leurs. Ça n'a rien à voir. Voilà. Et donc, moi, il m'est arrivé, je ne sais pas s'il y a des banquiers dans la salle, mais moi, il m'est déjà arrivé d'être dans une salle avec le lancement de l'année commerciale des commerciaux, des guichets d'une banque régionale. Mais sincèrement, c'est effrayant. Et je ne connais qu'une seule banque en France qui ne donne pas des objectifs de vente de produits à les fourguer à ses clients tous les ans, etc. Je ne dis pas que... Oui, il n'y a pas forcément une équation. Il y a des objectifs commerciaux et on vend n'importe quoi à n'importe qui. Mais néanmoins, c'est un système dans lequel le bien premier du client, si vous voulez, il y a comme une espèce de filtre qui est mis implicitement dans la tête des gens. Et quand moi je reçois monsieur ou madame machin pour parler de quelque chose, j'ai toujours en arrière-plan, tiens, mais il faut que je vende un peu plus de plan d'épargne logement ou de plan je ne sais pas quoi, je vais lui proposer, etc., même si elle ne m'a jamais parlé de projet immobilier. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, il y a des choses à enlever qui empêchent justement d'entrer en relation personnelle avec les gens qu'on a en face de soi. Alors, c'est ce qu'a fait Jan Wallander. Il a dit, on va arrêter les objectifs commerciaux. On va arrêter les primes individuelles. On va arrêter les ventes croisées. Je vous aide à financer une voiture, puis je vous vends l'assurance avec. On va arrêter le processus budgétaire. Dans les très grandes entreprises, on considère que le temps des cadres, c'est à peu près 50% la conception et la présentation du budget et l'explication de pourquoi on n'a pas fait le budget ou pourquoi on est au-dessus du budget. D'accord ? Donc la question, ce n'est pas tellement d'arrêter les budgets, parce que c'est important pour une entreprise et pour tout le monde de savoir où on en est, quel est l'état des lieux de notre connaissance et de notre compréhension du marché. Mais on arrête le processus budgétaire, tout ce jeu de négociation, etc. Ah, pas de stratégie. Quand on a rencontré le PDG actuel d'Handelsbanken, il nous a dit on ne sait même pas comment ça s'appelle ce mot. Stratégie, non, pas de stratégie. Le PDG d'Handelsbanken, tous les 6 mois, il va se promener, il va voir les directeurs d'agence, les directeurs régionaux, pardon, il discute avec eux, il les écoute, il dit quels sont vos besoins, comment est-ce que vous voyez les choses, et après avoir fait son petit tour, il écrit une petite note de synthèse de ce qu'il a compris, de ce que les gens ont. Et la grande révolution, si vous voulez, de Handelsbanken, c'est de donner tout le pouvoir aux agences. C'est-à-dire, l'agence est la reine. Ce qui veut dire que dans l'agence, la personne que vous avez en face de vous est capable de décider si elle vous fait un prêt, si elle ne vous en fait pas, à quel taux elle vous fait un prêt, à quel taux elle ne vous fait pas de prêt. Enfin, si elle ne fait pas de prêt, il n'y a pas de taux, excusez-moi. Mais voilà, le pouvoir de décider au niveau de l'agence. Tous les ans, les services centraux, ces systèmes d'information, RH, etc., vont présenter leurs idées et leurs projets de l'année devant tous les directeurs d'agence. Et ils votent, et ils disent, OK, ça, on prend, ça c'est bien, ça nous plaît, ça nous intéresse pas.
Quand Handelsbanken s'est mis à Internet, chaque agence faisait son petit site Internet. Chaque agence, par exemple, aujourd'hui encore, décide de les locaux, comment ils sont, quels meubles on va mettre, comment on va les équiper, etc., etc. Donc tout le pouvoir est dans les agences. Voici Carina Eckerstrom, qui est la PDG actuelle de Handelsbanken. Alors, vous voyez, quand il y a ce soin, en fait, pour l'autre, et en l'occurrence l'autre qui est le client cette fois-ci, est-ce que ça produit des résultats? Est-ce que ça peut marcher? Alors, c'est un peu comme notre ami John Wooden. Voilà la rentabilité de Handelsbanken depuis bientôt 50 ans par rapport à ses concurrents. Tous les ans, ils ont une rentabilité supérieure à tous leurs concurrents. Avec une recette, entre guillemets, qui est publique. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il n'y a rien de sorcier dans ce qu'ils font. Ce qui peut interroger parfois aussi tout le discours d'un certain nombre de grands dirigeants sur le fait qu'ils poursuivent la rentabilité. Alors, qu'est-ce qui est vraiment premier? Est-ce qu'on veut des transactions? Est-ce qu'on veut des relations? Est-ce qu'il s'agit d'ajouter des choses ou est-ce qu'il s'agit d'en enlever? Voilà la question qui se pose pour un dirigeant. Et j'ai envie de dire, pour nous aussi, en tant que consommateurs, en tant que citoyens, en tant qu'être humain, on peut se poser aussi exactement ces questions-là dans les choix que nous faisons. Qu'est-ce qui est vraiment premier dans les choix que je fais tous les jours? Est-ce que dans ma vie, demain, au travail, la personne que je vais rencontrer, mon conjoint, mes amis, est-ce que c'est des gens de qui je veux obtenir quelque chose, qui sont comme des ressources humaines dans l'entreprise, hein, des ressources qui sont au service de mon projet, au service de mon objectif ou de mon intention? Est-ce que c'est des êtres humains à part entière avec qui je peux rentrer en relation? Et puis, pareil, dans ma vie personnelle, en tant que dirigeant, est-ce qu'il y a des choses à ajouter ou est-ce que peut-être il n'y aurait pas des choses à enlever, des choses qui m'empêchent justement d'être en relation avec les autres? Alors, je termine avec une petite histoire, parce qu'évidemment, tous ces grands changements, vous voyez bien que ces entreprises ne les ont pas faites, comment dirais-je, du jour au lendemain, même si dans le cas de Handelsbanken, il y a quelque chose, vous voyez, il y a une décision majeure, il y a quand même des choses qui mettent du temps aussi à se mettre en place. Et je vais partir avec vous en Californie pour écouter l'histoire de Drake et de Rosemary Sadler, donc d'une entreprise qui s'appelle Traditional Medicinals, qui font des tisanes bio. Et donc, Drake était travailleur social. Un jour, son mentor lui dit, ça y est, je t'ai appris tout ce que tu devais savoir, donc tu t'en vas et termine. Donc il se retrouve un peu à la rue, il dit, mais non, mais moi j'aime beaucoup mon travail. Non, c'est bon, tu sais tout ce que tu dois savoir, va-t'en. Et Drake va voir sa femme, donc Rosemary, que vous voyez à droite. Et Rosemary est issue d'une famille arménienne qui a connu le génocide arménien, mais qui a une tradition familiale de connaissance en fait des plantes et des vertus médicinales des plantes. Et elle est passionnée par ça et elle a envie de faire connaître ça plus grand. Et alors Drake lui dit, tiens, bon, peut-être qu'on pourrait faire des petits sachets avec les plantes et des tisanes, et puis moi je prendrais le petit Volkswagen, le petit van, et puis j'irai les vendre. Et puis ça marche beaucoup mieux que ce qu'ils imaginaient, quoi. Donc, les ventes marchent super bien, et puis l'entreprise se développe. Et arrive tout à coup le moment où ils se disent, bon, on a bien bossé, peut-être qu'on pourrait aller s'offrir un petit voyage en Amérique centrale. On pourrait aller voir un de nos fournisseurs et puis comme ça nous permettrait de nous faire un petit voyage romantique tous les deux. On en rêve depuis longtemps. Ah oui, Drake, super idée, à Rosemary, génial, on y va. Et alors ils partent en Guatemala visiter un des propriétaires de champs des producteurs de citronnelle. Et ils arrivent à la nuit tombante, comme ça, le soleil couchant, le parfum de la citronnelle, les couleurs, tout est merveilleux.
Et Drake, et Rosemary dit à Drake, c'est vraiment formidable, on a vraiment bien fait de faire ce voyage. Et Drake dit, non, c'est pas aussi merveilleux que ça, regarde bien. C'est des enfants qui travaillent dans les champs, qui font la récolte. Et là, en fait, lui, il ne s'était jamais posé la question de savoir d'où venaient, dans quelles conditions étaient produits les plantes qu'il achetait sur le marché mondial, enfin, etc. Et là, il prend conscience de ça, il a presque envie d'arrêter ce job. Il dit c'est pas possible parce qu'il cause avec un de ses amis qui lui dit écoute, ce que tu as vu au Guatemala, c'est plutôt bien quoi, par rapport à comment ça se passe en Inde, en Tanzanie, ou je sais pas. Il veut arrêter. Il va voir, et donc il se dit mais moi, si jamais je raconte ça à mon mentor qui m'a formé là, au travail social, elle ne va plus jamais vouloir me parler. Donc je peux pas continuer, il faut que j'arrête. Et Rosemary lui dit, écoute, si elle est tellement importante que toi, pour toi, cette mentor, va la voir et va lui parler. Donc il va la voir, et à ce moment-là, cette dame lui répond, écoute Drake, qu'est-ce que je t'ai appris? Tu as fait tous ces kilomètres pour venir me voir, et je croyais que je t'avais tout appris, mais tu ne te souviens pas? Tu ne vas pas changer le monde, Drake, mais tu vas pouvoir changer les choses village après village. Et c'est ce que Drake a fait. C'est-à-dire qu'en fait, pour toutes les plantes qu'il utilise, aujourd'hui c'est 98% des plantes qui sont utilisées, l'entreprise investit dans des projets auprès des producteurs pour les aider à améliorer la qualité de la plante, pour offrir des vélos aux enfants qui puissent aller à l'école, pour creuser des puits, etc. etc. Et donc, j'ai envie de dire, en suivant ce fil de la relation, ce fil de l'être humain, ils sont arrivés aussi, chemin faisant, curieusement, à améliorer la qualité de la plante et à produire un bienfait pour l'entreprise, un bienfait économique pour l'entreprise, mais toujours à travers ça. Et donc, pour terminer, je dirais que les entreprises altruistes, en fait, nous montrent ça, c'est-à-dire que les changements auxquels on aspire, les changements auxquels la société, les clients, les investisseurs peut-être, certains, les salariés aspirent, ces changements ne pourront se produire que village après village. Et nous, on aime bien dire aussi, puisqu'on parle d'entreprise de l'autre, ne pourront se produire que visage après visage. Et je terminerai sur cette citation de René Char. Combien sont épris de l'humanité et non de l'homme pour élever la première, ils abaissent le second. Et je crois que c'est ça un des gros enjeux aussi par rapport aux grandes idéologies qui nous traversent encore, y compris du point de vue de l'écologie, etc. C'est de ramener ce message de ce visage après visage que nous enseignent les entreprises altruistes. Voilà. Merci pour votre attention. Un grand merci, Laurent. C'est toujours aussi passionnant et en particulier de pouvoir appliquer cette philosophie à l'homme et pas forcément à l'entreprise. Spontanément, j'aurais une question, mais après, je vais vous laisser. Donc, je vous laisse réfléchir à des questions s'il y en a également sur le Zoom. Dans ton cheminement personnel et professionnel, qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion et à cette quête vers l'entreprise altruiste? Comment tu en es arrivé à aller dans cette recherche et dans cette enquête? Alors, je vais enlever ça. Hein. C'est bon. Bon, enfin, tu sais que j'ai passé une partie de ma vie au Chili. Donc, pour moi, la question, en fait, comment vivre dans des communautés humaines harmonieuses, pour moi, c'est un sujet de fond, enfin, une quête, quoi, voilà, d'essayer de comprendre ça et d'essayer d'expérimenter. Donc, comme tu le sais, j'ai travaillé, j'ai co-créé un projet de microcrédit au Chili, avec cette dimension justement du développement personnel à travers l'outil économique. Ensuite, dans mon travail avec les entreprises, je me suis beaucoup orienté aussi vers ce qu'on appelle le courant de l'organisation apprenante, c'est-à-dire parce que pour moi, ce qui est fondamental dans tous ces processus dont on parle, c'est qu'en fait, on a des choses à apprendre collectivement. C'est-à-dire que
Moi, j'aime beaucoup le livre de François Proutot, que vous connaissez, hein, de Fondatio, président de Fondatio. Son titre, c'est l'Odyssée, où il parle de toutes ces questions écologiques, mais en faisant le parallèle avec l'Odyssée d'Homère. Et où il dit, en fait, la question, ce n'est pas une question de transition, ce n'est pas un bon mot, parce que cette transition, c'est un peu comme si on savait d'où on va précisément. Alors que dans l'Odyssée, c'est une aventure, en fait, où Ulysse est brinque-ballé à droite, à gauche, et il se passe plein de choses, mais on ne sait pas exactement où on va. Et je pense que dans ce qu'on a à vivre ensemble collectivement, par rapport à toutes ces questions qui nous occupent, qui nous préoccupent, et puis qui préoccupent encore plus nos jeunes, il y a quelque chose en fait si on se mettait à apprendre cette façon d'avancer qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qu'on sait, il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas sur la façon de réussir. Donc, je me suis intéressé à ça et de fil en aiguille, j'ai, avec certains clients, notamment un qui a été plus fameux entre guillemets que d'autres parce qu'il a eu plein de prix pour son innovation managériale, on a été assez loin justement, un peu dans l'esprit de ce que vous voyez chez Handelsbanken, etc., dans créer une entreprise dans laquelle les salariés sont libres et responsables, à des niveaux qui étaient entre guillemets jamais vus dans cette entreprise, mais dans beaucoup d'entreprises, quoi, voilà. Et moi, ce genre d'expérience m'a beaucoup marqué, jusqu'à ce que, et donc c'est là, à cette occasion d'ailleurs, que j'ai rencontré chemin faisant Isaac, mon co-auteur. Et puis, dans cette expérience-là, si vous voulez, tout ce courant dit de l'entreprise libérée, je voyais qu'il y avait beaucoup de gens qui l'interprétaient d'une façon, à mon avis, un peu erronée, c'est-à-dire c'était simplement, il faut que les gens soient bien dans l'entreprise, qui en soi est extrêmement louable et important. Voilà. Mais les psychologues nous disent bonheur égale bien-être plus vitalité. Donc le bien-être, c'est très important, mais la vitalité, elle est fondamentale. Et de mon point de vue, la vitalité, elle ne peut venir que par le sens, en fait, de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pour les autres. Voilà. Et donc, du coup, avec Isaac, puis bon, Isaac m'a proposé de faire cette recherche ensemble à partir d'un certain moment. Et on s'est dit, bon, OK, on est à peu près au clair sur ce qui est requis à l'intérieur de l'entreprise, mais allons chercher et voir ce qui peut se produire à l'extérieur, parce que les salariés, quelque part, ils ont un contrat avec l'entreprise, donc ils ont une certaine stabilité, mais qu'est-ce qui se passe aux frontières quoi, de l'entreprise dans ces relations? Et c'est là qu'on a cherché des entreprises remarquables, qu'on est allé les rencontrer, et voilà. Je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais pour moi, c'est ça, c'est-à-dire que je pense, en fait, je peux fermer ça ou pas? Bien sûr. Ça. Vous voyez, sur l'entreprise libérée, ou on va dire sur les nouvelles formes d'organisation, les nouvelles formes de leadership ou de management, moi, je suis convaincu que dans 30 ans, on se retournera en arrière, et ce qui nous apparaît aujourd'hui comme étant les choses les plus exceptionnelles et extraordinaires, on se retournera et on dira ouais, on était vraiment à la préhistoire. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement marqué par 200 ans de taylorisme, d'organisation scientifique du travail, de la pyramide et de la bureaucratie, si vous voulez, qu'on est tellement marqué par ça qu'on a du mal à s'imaginer ou à se représenter d'autres formes. Et d'une certaine façon, peut-être aussi que les entreprises qui sont dans le livre, leur façon de faire et d'envisager ces questions du sens, cette question de la création de valeur sociale, on les regardera et on dira, ben, elles n'en étaient que là à l'époque. Donc moi, je suis convaincu qu'on est en train de créer, d'inventer des formes sociales, des formes d'organisation du travail, de la production, de la consommation, etc., qu'on ne connaît pas. Voilà. Et moi, c'est ça qui m'habite et qui me motive. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un a une question? Comment est-ce que vous avez identifié ces entreprises à travers le monde pour aller les voir? Oui, alors il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il y a évidemment il y avait certaines entreprises que Isaac avait déjà repérées dans sa première enquête, mais qui, comme sa première enquête était plutôt sur l'intérieur de l'entreprise, il ne les avait pas retenues. Ensuite, on a fait un travail documentaire, enfin de recherche, plutôt à partir d'articles de revues, de livres, et aussi de publications de ces entreprises, donc à travers certains réseaux qui les mettent en évidence ou en exergue.
Et puis après, on a été les voir, quoi, hein, et là, on n'a pas gardé dans le lit, on va dire, toutes celles qu'on a vues. Parce que, voilà, parfois entre le discours et la réalité, vous le savez, il peut y avoir un écart. Mais ce qui est difficile quand même dans ce cas-là, c'est que, alors, ça rejoint un des proverbes qui a bercé mon enfance, qui est le bien ne fait pas de bruit et le bruit ne fait pas de bien. Curieusement, beaucoup de ces entreprises sont très discrètes en fait. Vous voyez, Reitan, le distributeur norvégien, ils reçoivent personne quasiment. Vous voyez, ils reçoivent très peu de monde parce qu'ils considèrent qu'ils ont à faire leur histoire. Et puis, voilà. Et puis alors après, certaines d'entre elles se connaissent. Vous voyez, par exemple, Handelsbanken et Reitan. Jan Wallander, Odd Reitan et Jan Wallander se sont rencontrés, vous voyez, pour échanger sur cette vision d'entreprise. Voilà, donc il y a des liens, des connexions qui peuvent se faire et qui continuent de se faire, puisqu'en fait, on a créé avec Isaac un espace de rencontre pour des dirigeants qui sont motivés par ça et qui veulent continuer et poursuivre sur cette voie. Alors, on se rencontre plusieurs fois dans l'année, et donc il y a aussi un partage d'expérience, parce que nous, on est convaincus aussi qu'il y a des entreprises qui sont là-dedans, mais en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça sans le dire. Hein, et donc, ça nous intéresse si vous voulez, parce que c'est un problème aussi, si vous voulez, comment dire, de modèle mental. C'est-à-dire que c'est très difficile. Aujourd'hui, vous êtes dirigeant d'entreprise et vous dites, moi, ce que je veux, c'est créer de la valeur sociale. Et vous passez pour un blaireau, quoi. Vous voyez, en priorité, si je dis, je veux faire que ça, et les résultats suivront, et vous êtes un irresponsable, quoi. Mais on a rencontré beaucoup de gens qui le font en réalité, mais qui n'osent pas le dire, qui sont pas assurés en eux-mêmes sur cette conviction, sur cette réalité, quoi. Donc nous, notre but aussi, c'est de les encourager, de les animer, puis de faire que ces gens-là se parlent et que ça devienne quelque chose de... Je ne dis pas que ça va devenir principal et le mainstream, comme on dit, mais je pense que ça mérite d'être connu, quoi, et qu'on enseigne ça aussi dans nos écoles. Alors, il y avait une main levée, mais après, vous vous débrouillez. Hein, moi, Est-ce que dans le cadre de votre recherche, vous avez croisé une connaissance à d'autres échelles ou sur d'autres entités du vécu que tu rapportes là à travers ces entreprises? Est-ce qu'à l'échelle d'un territoire, d'une commune, alors, vous avez pu croiser d'autres organisations d'entreprises qui témoignent à leur façon de oui, enfin, bon, moi j'ai eu l'occasion d'en visiter parce que je pense que quand même, vous connaissez sans doute Mondragon, qui est une des plus grandes coopératives du monde, hein, qui est née au Pays Basque. Est-ce que tu peux juste répéter la question? Pardon. Ils n'ont pas entendu la question. Oui, la question c'est est-ce que on a rencontré d'autres réalités de ce type-là qui seraient plutôt à l'échelle d'une région ou d'un territoire, hein, c'est ça? Par exemple, voilà. Une autre nature. Oui, c'est ça. Alors, je parle de Mondragon parce que c'est un exemple assez connu, mais voilà, en même temps, ils peuvent être pris, de mon point de vue, dans certaines contradictions d'un modèle coopératif, si vous voulez, auquel ils tiennent beaucoup, un modèle de gouvernance qui ne crée pas par lui-même la relation. Il peut être dans un modèle de gouvernance de type coopératif, même associatif, et en fait traiter ses clients ou ses fournisseurs comme des parties prenantes abstraites. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà. Et pour moi, c'est un exemple justement d'un territoire qui a créé quelque chose à partir d'une activité économique. Maintenant, pour répondre à ta question sur ce qu'on a, nous, découvert, il y a un exemple, il y a plusieurs exemples, on en parle aussi. C'est-à-dire que quand on parle des interlocuteurs, on parle des clients, des fournisseurs et des communautés locales dans lesquelles les entreprises sont établies, ainsi que de la fidélité aux anciens ou du souci des jeunes. Donc de l'intergénérationnel, parce que c'est aussi ça, je ne l'ai pas évoqué là, mais c'est quelque chose d'important. Et donc par rapport au territoire, je pense à deux réalités. La première, c'est la réalité, on parle d'une aciérie japonaise qui pratique ce qu'on appelle le monozukuri, qui est en fait une façon pour certains domaines industriels japonais d'être fidèle à une tradition millénaire. En l'occurrence, c'est une région du Japon où il y a ce qui était menacé, enfin, où la tradition du travail de l'acier
du métal pouvait disparaître. Et où cette entreprise a dit, moi je veux conserver par fidélité à nos ancêtres, à ce savoir-faire qui est ancré dans ce territoire, je veux conserver ça et attirer que les jeunes, plutôt qu'ils aillent chez Toyota, qui est l'employeur qui attire les jeunes dans le coin, ils viennent bosser avec dans des trucs à 40 degrés, avec de la poussière dégueulasse, etc., qui soient attirés pour venir perpétuer cette tradition du feu, ils appellent ça. Hein, voilà. Et donc le monozoguerie, c'est ça, c'est perpétuer une tradition et la moderniser totalement. Et donc cette boîte, et la rendre contemporaine. Et donc cette boîte est dans des marchés de niche pour faire des plaques d'acier, notamment chez Sony, que personne d'autre au monde ne sait faire. Tu vois, et donc, voilà. Donc ça part. Vas-y, tu voulais dire. Mon exemple qui est intéressant, c'est que le Japon, c'est d'avoir su faire ça, justement. Tout à fait. La période un peu glorieuse contemporaine du Japon, c'est lié à l'histoire, lié à les millénaires et voilà. Et donc ça peut être proche aussi, tu vois, en France, on a les entreprises du patrimoine vivant. Alors, c'est plus ou moins fort par rapport à ce qu'on décrit là, hein, mais ce que je veux dire, ça peut aller dans ce sens-là. Et alors, dans le livre, on décrit aussi une entreprise assez remarquable qui s'appelle Ardelaine, qui se trouve en Ardèche et qui, en fait, a ressuscité dans une vallée de l'Ardèche. En fait, il y avait de la laine des moutons. Quand les éleveurs de moutons tondaient les moutons, ils brûlaient la laine, quoi. Quand ils sont arrivés dans cette vallée dans les années 70, ça ne servait à rien. Enfin, voilà, la laine était brûlée. Et eux ont visité donc une usine, enfin une manufacture, si tu veux, un atelier de filature, qui était complètement à l'abandon, hein, quand tout ça est parti, a quitté la France, hein, pour aller dans d'autres pays. Et les métiers à filer la laine étaient encore prêts à l'emploi quasiment. Et en fait, en 10-20 ans, ils ont ressuscité une filière de tissage, de production de produits de laine dans toute cette vallée de l'Ardèche, avec un musée de l'histoire de la laine, etc. Et donc là, il y a vraiment une dimension, et ils se définissent eux-mêmes comme, je ne sais plus la formulation exacte, mais comme une entreprise de développement territorial. Alors qu'ils ont un magasin, ils vendent des pulls, des matelas en laine, enfin, etc. Il y a dans vos propos quelque chose, je me disais finalement, c'est ce que vous avez observé, c'est l'échec de l'idée de maîtriser. Enfin, je veux dire, les gens qui cette idée que des chefs en haut définissent des choses, qui maîtrisent le temps, maîtrisent le monde, maîtrisent les process, et qu'en fait, ce que vous décrivez comme avenir, il me semble, là, c'est cette idée de savoir d'où on vient, ce qui a fait la structure où on travaille, ce qui suppose quand même une certaine permanence des gens à l'intérieur. L'idée du jetable et de renouveler tous les 2 ans, ça pose un peu question. Bien sûr. Ça veut dire aussi qu'on dit aux gens, si vous connaissez le job, donc dites-moi, rendez-moi intelligent. Il y a une posture managériale derrière qui est assez étonnante, que je trouve assez intéressante. Et c'est eux qui vont inventer sur un socle qui est stable et qu'on peut leur exprimer, qui inventeront demain la façon de faire qui est en adéquation avec ce qui change dans le monde. Je me dis, les défis environnementaux, tout ce qui est les défis auxquels on sera confronté. Un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on s'imagine pouvoir inventer la solution de demain. Le problème, c'est qu'on est en train de guider, parce qu'on ne voit pas très bien comment faire, et que dire un peu à tout un chacun, j'ai besoin de vous pour que le spectacle continue, voilà. On a énormément de mal avec ça. Alors, c'est très juste ce que vous dites, mais j'irai un tout petit peu plus loin encore, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement avec les gens de l'entreprise, dans l'entreprise, mais en fait, c'est tout l'écosystème de l'entreprise, à condition que ce soit un écosystème vivant, fondé sur des relations authentiques et personnelles. C'est ce qui fait, qu'est-ce qui fait la structure de l'entreprise, de l'administration, quelle qu'elle soit, en fait. C'est les gens à l'intérieur, c'est les gens avec lesquels on travaille, c'est les gens à qui on s'adresse, qui nous fournissent. Voilà. Et donc c'est un tissu relationnel. Et pour moi, si vous voulez, on est passé, si vous voulez, du capital, on va dire, financier, on a parlé du capital humain, et là, on est vraiment pour moi, si on devait employer le mot capital, mais
en tout cas de capital relationnel. Et c'est ça qui fait la valeur en fait d'une entreprise. Alors bon, les éditeurs sont assez formidables parce que ici ils ont mis, donc ça c'est l'édition de poche hein, qui est sortie au mois de janvier, et donc ils ont mis édition augmentée. Bon, elle fait à peu près il y a 15% de pages en moins, mais elle est vraiment augmentée. Elle est vraiment augmentée parce que en fait, entre la publication du livre et puis le poche, il y a eu la crise du Covid, et donc on a ajouté dans le poche des histoires et des récits sur que se passe-t-il en situation de crise. Et par exemple, et ça qui est très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un auteur qui s'appelle Taleb, Nassim Taleb, je ne sais pas si vous le connaissez, qui a écrit Le Cygne Noir, et aussi un auteur qui s'appelle Antifragile. Et dans Antifragile, il dit il y a des organisations qui sont fragiles. C'est-à-dire, il y a des organisations qui sont, qui sont fragiles, d'accord, parce qu'une crise va les balayer. Il y a des organisations qui sont solides, qui peuvent résister à beaucoup de crises. Et puis, il y a des organisations qui l'appellent antifragiles, c'est-à-dire qu'en fait, les crises leur font du bien parce qu'elles continuent d'inventer des trucs qui les aident à se développer. Et ça, on l'a vu, par exemple, les Fruit Guys, ils ont complètement réinventé leur métier. Ils distribuent des fruits aux particuliers dans tous les États-Unis, alors qu'ils ne faisaient que dans 3 ou 4 régions de la distribution de fruits, uniquement pour des entreprises. Vous voyez, donc, la crise les a amenés à autre chose. Je prends un autre exemple aussi pendant la crise du Covid, une entreprise qui s'appelle Alto. Nous, on a vu ça apparaître dans les premiers jours du Covid, on a vu ça sur les réseaux sociaux. Le patron d'Alto, donc Alto c'est le chipsier breton, hein, donc la Chips Bretz, une petite pub pour la Chips Bretz, enfin ils font aussi de la chips en marque distributeur. Et Laurent Cavard, le patron d'Alto, au tout premier jour du Covid, envoie une lettre à tous ces transporteurs routiers en leur disant je compte sur vous, voilà, j'ai besoin de vous et c'est important, et donc je fais une augmentation du prix que je vous paye, je ne sais plus, je crois que c'était 3,5%, de façon unilatérale et rétroactive depuis le début du Covid. Parce que je veux que vous teniez le coup, j'ai besoin de vous et on est ensemble dans la même histoire. Vous voyez, donc, et comme il nous le dit aussi, lui, il préfère travailler avec monsieur Le Floch, transporteur, voilà, parce qu'ils sont en Bretagne, qu'à travers des grands groupes ou le marché du fret, enfin, vous voyez, du marché du transport sur des plateformes, et on va au plus offrant. Et donc, c'est toujours une relation personnelle. Mais vous voyez comment, en situation de crise, cette relation personnelle est une force colossale de résilience, de résistance et donc d'antifragilité. Oui. Qu'est-ce qui va permettre que ces entreprises altruistes, finalement, se développent, se renforcent, explosent, comme vous le disiez, qu'à 30 ans, c'est partout. Ah, j'ai jamais dit ça. Bon, non, ouais. Qu'est-ce qui peut permettre ça? Et est-ce que tout ce qui se passe autour de la RSE, de la loi Pacte, des raisons d'aide d'entreprise est éventuellement un élément moteur pour faire progresser ce... Alors, bon, d'abord, moi, je n'ai pas dit que ça allait dominer l'histoire, j'en sais rien. Si on peut répéter la question. Pardon? Vas-y, répète la question. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui va permettre que les entreprises, pour qu'ils puissent suivre, que les entreprises altruistes puissent exploser, hein, voilà, se développer, se répandre, et d'autre part, que la RSE puisse... Des questions, voilà, comme la RSE, la raison d'être, etc. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est un moteur, évidemment? Alors, comment ça va se faire? Moi, je pense que la seule logique, c'est la logique village après village et la logique relationnelle et de gens qui se reconnaissent et de communautés vivantes, d'entrepreneurs et d'entreprises qui le font et qui s'en parlent et qui s'aident mutuellement. Donc, je suis plus sceptique sur les grandes décisions sur des statuts juridiques. Je ne dis pas qu'elles ne vont pas dans le bon sens. Je pense que ça va dans le bon sens parce que ça éveille les consciences, ça permet de prendre en compte ces sujets-là et puis ça ouvre des possibles pour certaines structures juridiques pour lesquelles le dirigeant se sentait obligé de maximiser la valeur de l'actionnaire. Sinon,
S'il ne faisait pas ça, c'était un mauvais dirigeant. Donc, je pense que ça ouvre des champs. Maintenant, Eisai, laboratoire pharmaceutique coté en bourse, a réalisé les transformations que j'ai évoquées, je ne suis pas rentré dans le détail, mais a réalisé toutes ces transformations. Puis 15 ans après, s'est dit, ah mais en fait, peut-être qu'on devrait mettre ça dans les statuts, que notre raison d'être, c'est de soulager la souffrance des patients. Et donc, ils ont fait voter ça aux actionnaires pour que ce soit quand même dans les statuts. Donc moi, je crois beaucoup plus à cela qu'au fait de changer les statuts, d'inscrire une raison d'être. En fait, toute la question est là, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une belle raison d'être, mais ça ne change rien en réalité. C'est pour ça que c'est aussi la question, pour nous, c'est dans toutes les activités, cœur de métier, quoi. C'est ça le sujet. Donc, ça veut dire. Ouais. Oui, ça veut dire quand même aussi en interne, parce que tout à l'heure, bien sûr. Par exemple, une personne qui a été son vertige, bon, très bien, mais peut-être que je dis que les salariés qui travaillent dans ces sociétés, ils ont besoin d'être aussi très entourés par rapport à leurs besoins, parce qu'on ne peut pas leur demander de s'occuper du besoin des autres sans qu'on s'occupe eux-mêmes de leurs besoins, et pas uniquement que pour le vertige. Enfin, ça doit être aussi au niveau financier, etc. Excusez-moi, peut-être j'ai donné une image de l'histoire un peu anecdotique et superficielle. Non, mais c'est très. Non, mais vous faites. Merci de me poser la question. Merci. Merci. Voilà. Voilà. Merci de me poser la question. Comme mon co-auteur Isaac Getz s'est consacré pendant une dizaine d'années exclusivement à ce sujet de ce qui se passe avec les salariés à l'intérieur, on l'a moins développé dans ce livre. Mais il y a une cohérence absolue. Il y a même un cabinet de conseil qui a breveté une expression qui s'appelle la symétrie des attentions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas espérer quelqu'un qui répond au téléphone à un client, qui va servir un client au restaurant, vous ne pouvez pas espérer qu'il traite bien son client si lui-même est maltraité. D'accord? Donc, plus vous portez attention aux gens avec qui vous travaillez, plus eux seront enclins de porter attention à l'autre, que ce soit un client, un fournisseur, etc. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose de très clair et très net, et qu'on a vu évidemment dans ces entreprises. Hein. Reitan, je reprends quand même cet exemple, parce que vous me faites penser avec cette histoire du vertige. Reitan, le système, c'est un système de franchisés. Et donc, quand ils recrutent des franchisés, ils leur disent bon, mais super, une fois qu'il y a tout un processus, une formation, etc. Et ils leur disent bon, bravo, maintenant tu vas être heureux et riche. Mais dans cet ordre, heureux d'abord et riche ensuite. Donc c'est très important. Enfin, pour moi, c'est fondamental. Et d'ailleurs, quand je parlais de la vitalité, c'est bien ça. C'est-à-dire, en fait, la vitalité, elle vient du sens. Ce que je fais tous les matins, je sais que ça contribue à quelque chose qui est positif, quoi. Et je suis bien traité. Voilà, le sens et puis la reconnaissance. Évidemment. Enfin, c'est compliqué d'entendre ça, parce que les jeunes poussent beaucoup à ça. Enfin, j'en recrute un certain nombre. Oui. J'ai des jeunes très là-dedans. L'idée de ne pas être le plus performant, mais de faire de son mieux par rapport à ce qu'on peut être capable de donner, c'est très différent comme discours d'être le premier de tous. Et oui. Pas du tout sur les surtout dans un pays où l'éducation est élitiste, individualiste. Oui, il y a des grandes écoles qui ne rêvent que de mettre sur le marché les meilleurs du monde, etc. La difficulté un peu à laquelle on est confronté, c'est la notion de temps, parce qu'on a aussi affaire à un certain nombre de gens qui disent je suis le perpétuel voyageur qui navigue alors que cette idée de collectif relationnel qu'on installe, elle nécessite du temps. Et elle nécessite même du temps pour que les jeunes, quand on fait ça, puissent développer leur propre vie personnelle et familiale. Parce qu'on épuise peut-être un employeur en 2 ans, mais on élève des enfants en 25, 30 ans. Donc, il y a une espèce de temporalité qu'on a du mal, enfin, moi, c'est ce que je ressens en tant que professionnellement, à installer des jeunes dans un temps un peu long, parce que c'est celui qui permet d'intégrer la culture du lieu où on est. De savoir d'où on vient. Alors, bon, là-dessus, moi, je pense que
y a un contexte culturel sur lequel on ne peut rien. Enfin, j'ai envie de dire, c'est comme ça. Maintenant, ce qui est sûr aussi, c'est que les entreprises dont on parle, en fait, un de leurs problèmes peut-être parfois, c'est que le turnover n'est pas assez important. En fait, les gens sont tellement bien, qu'ils restent. Et voilà. Voilà. Mais en même temps, c'est ce qu'elles veulent aussi. Parce que, par exemple, dans toutes ces boîtes-là, quand on recrute pour un poste de plus élevé, on va chercher à l'extérieur, mais vraiment en désespoir de cause. Parce que la philosophie, c'est de faire monter les gens de l'intérieur, parce que ce sont des entreprises qui font progresser les gens. Il y a aussi des mécanismes, entre guillemets, de fidélisation. Je ne sais pas si ce mot est approprié, mais vous voyez, chez Handelsbanken, pas de prime individuelle, etc. Donc, je vous ai expliqué ça. Et alors, il y a un système, en fait, qui fait que... Parce que si moi, je suis au guichet, et puis que je fais des prêts à tout le monde, parce que je veux être sympa avec les gars de mon quartier, non, mais je n'ai pas la responsabilité, justement, dans la durée de la boîte. Et donc, en fait... Toutes mes primes par rapport sur les résultats, en fait, et ma retraite, le fonds de retraite est un des actionnaires de la banque. Donc, en fait, je sais que si je bosse bien aujourd'hui, je prépare ma retraite. Donc c'est une chose parmi d'autres. Hein. Mais après, voilà, mais pour moi, vous avez raison. C'est-à-dire qu'on parle justement de pérennité dans ces boîtes. Hein. Audrey Tan dit notre perspective est éternelle. Oui, c'est ça. donc quand il y a des hauts et des bas, ben, on dit il y a un franchisé qui vient me voir, qui a un problème, son business ne va pas, etc. Et sa seule réponse, c'est quand on est en crise qu'il faut revenir à nos fondamentaux et à nos valeurs. Et qu'est-ce que disent tes valeurs? Et Anne dit dans le chat, on parle de l'entreprise, mais cela peut s'appliquer à toute l'administration, à l'hôpital, etc. Alors oui, très bonne question, merci, parce que dans le livre, on a effectivement, par exemple, deux hôpitaux, la clinique Pasteur à Toulouse, qui a justement fait des choses assez remarquables. Justement, alors on décrit plein de choses internes, justement, sur la façon dont l'innovation, les idées sont venues des salariés par rapport à une crise que vivait la clinique. Et aussi un centre anti-cancer, alors qu'il y a une structure qui est un peu différente d'un point de vue actionnarial qu'une clinique comme la clinique de Toulouse, mais un centre anti-cancer qui est de réputation mondiale, dans lequel en fait ils ont tourné toute la structure, y compris l'architecture, pour que ce soit, au lieu d'être baladé de service en service, le patient est tout autour de lui, quoi. Tout est fait autour de lui. Ils vont même jusqu'à produire sur place les chimiothérapies pour qu'elles soient à portée de main, si je puis dire, des personnes qui suivent les patients. Donc il y a des choses effectivement dans le monde de la santé. On a vu aussi dans le médico-social. Maintenant, voilà, sur l'aspect, sur les gouvernements, sur l'État et l'administration, on n'a pas d'exemple, on n'a pas creusé, mais peut-être ça peut faire l'objet d'un prochain livre, allez savoir. C'est intéressant, parce que l'administration apprend ça, elle a le même problème. Hein, je veux dire, bien sûr. On essaye de renouveler, il faut renouveler des gens, bon, il y a tout un mouvement sur ce qui fait que les fonctionnaires restent là où ils sont. Enfin, je veux dire, on a le même problème de fidélisation, il ne faut pas oui, puis le traitement de l'usager comme un numéro. Qui devient une personne au lieu d'être. C'est ça. Voilà. Et, il y a bien longtemps, on avait expliqué que l'administration, il serait temps de se dire qu'elle travaille au service de l'usager qu'au service d'elle-même. Enfin, dire, en 60, c'était Oscar Wilde qui disait la bureaucratie grandit pour répondre aux besoins grandissants de la bureaucratie. C'est ça. Quel est le rayonnement ou la diffusion de votre livre? Vous sentez que ça a provoqué une vague? Alors, on a publié au mois de, c'était quand, d'octobre 2019. Donc, je vous laisse supposer, si vous voulez, on n'allait plus trop dans les librairies après, quoi, voilà. Néanmoins, le fait que ce soit paru en poche, ça veut dire que l'éditeur était suffisamment satisfait des ventes, voilà. Mais bon, vous savez, avec un livre,
je veux dire, surtout ce genre de livre, c'est quand même un livre d'entreprise, entre guillemets, malgré tout, même si, de mon point de vue, c'est un livre de société. Pour nous, voilà, enfin, je ne sais pas comment vous répondre, parce que forcément, ça rejoint la question de monsieur, c'est jamais assez. En fait, on aimerait que parce que pour moi, c'est un message, c'est une espérance, en fait, de voir ces boîtes-là, vous voyez. Et on aimerait que ça soit plus entendu que les scandales de X ou Y, de tel financier ou de telle boîte qui fait ceci ou cela et qui se comporte de façon insupportable avec ses salariés, vous voyez. Bon, après, moi, je pense, si vous voulez, que j'ai eu l'occasion de faire ce genre de conférences à des conseils d'administration, avec des équipes de direction de très grandes entreprises. L'accueil, si vous voulez, l'accueil et la résonance, de mon point de vue, est excellent. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, et curieusement d'ailleurs, ça c'est aussi très intéressant, parce que quasiment à chaque fois, je ne donnerai pas les noms des entreprises, mais au moins 3 fois, dans des entreprises anciennes, si vous voulez, avec beaucoup d'histoire, mais qui aujourd'hui sont CAC 40, très très financiarisées, à 3 reprises, j'ai eu, mais notre fondateur, c'était ça qu'il nous disait. Et il y a toujours, vous voyez, une espèce d'histoire qui traîne, enfin une longue histoire de principes, vous voyez, de principes de vie des affaires, de façon de mener notre activité, qui traînent toujours, mais qui est un peu qui est souvent écrasé par le poids de la financiarisation. Donc c'est quelque chose pour moi qui n'est pas mort, vous voyez, qui est latent. J'avais interviewé il y a de ça quelques années un type formidable, un Colombien, qui avait investi dans une zone désertique dans la Sierra colombienne, et qui s'était mis à planter des arbres là-dedans, et qui a transformé en fait un endroit totalement inhabitable et désertique en une forêt magnifique et un jardin merveilleux. Et une des choses qu'il me racontait, Paolo Lugari, si ça vous intéresse de creuser ça, Las Gaviotas, ça s'appelle. Et Paolo Lugari me disait, quand on a fait ça, au bout de plusieurs années, on a vu apparaître des espèces que nous n'avions pas plantées. C'est-à-dire que dans le sol, il y avait des graines d'espèces présentes des centaines, voire des milliers d'années qui étaient là et qui se sont mis à germer. Et bien, moi, je pense que nos grandes organisations, c'est exactement la même chose. Il y a beaucoup de choses qui sont là dans le sous-sol, si je puis dire, et qui ne demandent pas beaucoup de choses pour qu'elles naissent, pour qu'elles renaissent. Vous voyez, voilà. Enfin, pas beaucoup de choses, c'est beaucoup, parce qu'il y a des structures à faire voler en éclats ou à réformer complètement. Mais je pense que, et j'ai envie de vous dire aussi, tout ce que je vous raconte, c'est du pur bon sens. Hein. Oui. C'est du pur bon sens. J'ai envie de dire, rien de nouveau sous le soleil. Non, mais par contre, c'est important à dire, j'ai besoin de toi ou de vous pour pouvoir fonctionner. Voilà. C'est cette parole-là, c'est cette unique parole-là qu'il faut savoir prononcer à un moment donné. Oui. Est-ce que ce type d'entreprise de développement pourrait réconcilier les jeunes avec l'emploi? Parce que je pense que c'est autant de avec le travail, quoi, oui. Oui, mais l'emploi qui valorise, qui ne sont pas... Bien sûr. Donc la question, c'est est-ce que ce type d'entreprise pourrait réconcilier les jeunes avec l'emploi? C'est autant de jeunes ici ou ailleurs, c'est pas forcément un manque d'emploi, mais un manque de cohésion entre les deux. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, je pense, hein. Je pense. Ce qui ressort comme point fort de ce que vous dites, c'est l'apprentissage du souci de l'autre. En fait, tout part de là. Si on est en train de dialogue, créer une relation, est-ce qu'on en est capable? Ça ne se fait pas comme ça. Mais je trouve que c'est une réponse fondamentale à toutes les crises sociales et tensions en France. C'est ça. C'est vraiment un modèle alternatif que j'aperçois, je pressens comme une vraie solution. C'est fondamental parce que derrière c'est la question aussi pour moi. C'est un thème que je n'ai pas répondu quand tu m'as posé la question de mon itinéraire, mais
moi, j'ai beaucoup creusé en fait et pratiqué la question du dialogue. Parce qu'en fait, on vit dans un monde en fait, où il n'y a pas de dialogue. C'est-à-dire qu'on appelle dialogue social des trucs qui sont des postures et des débats contradictoires sans grand intérêt. Et donc, dans le dialogue, moi j'ai travaillé aussi ça. J'ai fait un mémoire sur Martin Buber, qui était le philosophe du dialogue, qui a écrit un livre qui s'appelle « Je et tu ». Mais il y a d'autres auteurs aussi de philosophes, je pense à Lévinas évidemment, mais aussi à quelqu'un qui s'appelle Luigino Bruni, qui nous montre en fait qu'un des problèmes de la modernité, c'est que bien sûr, on a gagné des choses en refusant de continuer de se soumettre à un ordre social dans lequel on était à une place assignée à la naissance pour aller vers le fait de dire que l'individu est libre, autonome, a des droits et des devoirs, mais donc on a gagné quelque chose. Mais ce que dit Bruni et d'autres, c'est qu'en fait, au passage, on a considéré l'autre comme étant une gêne. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre devient, et le livre de Bruni est super, il appelle son livre, c'est la blessure et la bénédiction. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre, c'est un risque. L'autre, c'est toujours quelqu'un qui vient m'ennuyer dans mon confort, dans mes certitudes. Il y a toujours quelque chose qui peut me blesser, donc il y a un risque. Mais en même temps, c'est une bénédiction. Et tant qu'on ne comprend pas, qu'on ne rentre pas dans cette perspective, et c'est vrai que c'est une éducation. C'est une éducation, c'est un apprentissage. Parce que là, on rejoint aussi le contexte actuel, commun, c'est-à-dire qu'il y a quand même, il faut le dire aussi, l'espèce d'utopie qui pour moi est une dystopie, c'est actuelle et de certains technologues de nos jours, c'est chacun chez soi, derrière son ordi, à faire des jeux et à faire passer ses commandes. Est-ce que c'est ça le monde qu'on cherche et qu'on veut? Moi, c'est pas le monde que je cherche et que je veux, excusez-moi. Être là ce soir, discuter, je n'ai rien contre ceux qui sont à distance. Je les apprécie tout autant, c'est pas la question, mais voilà. Est-ce que vous avez pu voir un point commun avec tous ces dirigeants comme ça? Oui. Est-ce qu'ils ont une religion spirituelle? Oui. Peut-être. Très bonne question, merci. Il y a 2 points. Et d'ailleurs, on en parle au tout début du livre. C'est-à-dire, en fait, quasiment tous ont connu une espèce de rupture intérieure. J'ai parlé de Naïto avec son choc. Pour d'autres, c'est la maladie, un décès d'un proche. Il y a quelque chose en fait qui les sort de leur route, si vous voulez. Il y a le train qui s'arrête. On emploie cette image-là. Le train s'arrête et il passe à autre chose. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Lié à ça, il y a cette sensation que jusque-là, ils ont vécu 2 vies. Une vie professionnelle, une vie personnelle. Et donc, ils ont une vie professionnelle dans laquelle ce sont des gens parfaitement convenables, rigoureux, etc. Mais où ils se disent, si mon fils ou ma fille venait dans la salle de réunion là, ils verraient une autre personne que celle qu'ils voient le soir. Et donc, ils se sont dit, mais comment est-ce que je peux être une seule personne? La même, que je sois avec mes amis le vendredi soir au barbecue, ou que je sois en salle de conseil d'administration, est-ce que je peux être la même personne? Donc, il y a ce désir profond de réconciliation intérieure qui traverse en fait les témoignages qu'on a pu recueillir de ces dirigeants. Et après, la reliance, je dirais, elle est variable. Chez certains, elle est très explicite. Chez d'autres, elle ne l'est pas. Et ils ont plutôt créé ces systèmes un peu en réaction aussi à des choses qu'ils ont vues dans une vie passée et ils se sont dit, moi, je veux faire autre chose. Voilà. Mais oui, il y en a certains, je pense en particulier à un d'entre eux, c'est des gens qui vont tous les 6 mois faire une semaine de retraite alors, avec des rituels ou des spiritualités qui ne sont pas la mienne, peut-être de certains d'entre nous ici, mais dans le fait d'aller accueillir aussi justement cet inconnu et de le recevoir. Parce que c'est ça aussi quand vous parlez de maîtrise. C'est-à-dire, en fait, la question, c'est est-ce qu'on veut maîtriser notre organisation, nos salariés, nos clients, notre futur, ou est-ce qu'on accepte de le recevoir? Et pour moi, c'est quelque chose qui est très, très fondamental et où, effectivement,
dans certaines formes de spiritualité ou de reliance, c'est ça qu'on apprend aussi, c'est à recevoir, alors de Dieu, de la vie, des autres, appelons ça comme on veut, mais à recevoir. Et ça, pour moi, c'est un point fondamental aussi du leadership, parce que beaucoup de leaders, ils considèrent que leur job, c'est de donner. Alors, je ne dis pas que le leader n'a pas à donner, mais souvent on dit oui, le rôle du leader, c'est de donner une vision, c'est de donner du sens, c'est de donner ceci, etc. Oui, peut-être, mais c'est aussi de recevoir, d'accepter, d'accueillir le don que les salariés leur font, le don que les clients leur font, le don que la vie leur fait, de pouvoir vivre ce qu'ils vivent en tant que leader. Et donc, là, il y a aussi quelque chose qui est à rééquilibrer de façon gigantesque, hein, vraiment dans la formation, l'éducation, la posture des gens qui sont... Voilà, mais je pense que tout le monde peut être leader, hein, c'est pas simplement les grands chefs. Ouais. En fait, alors je ne veux pas dire que tout le monde est au même niveau, mais en fait, tout le monde est un peu indispensable. Enfin, je dirais que dans une bulle, et toutes ces personnes font partie d'une même bulle, quel que soit son niveau, en fait. Si on a un pas, c'est pas bulle. Très important. C'est-à-dire, vous voyez, Isaac a beaucoup travaillé ça dans son premier livre sur ce qui s'appelle Liberté et compagnie, dans lequel il s'est appuyé sur deux chercheurs, psychologues, qui s'appellent Deci et Ryan, et qui ont identifié en fait les 3 conditions de la motivation humaine. En fait, pour qu'il y ait de l'engagement dans l'entreprise, que les gens soient heureux, il faut qu'ils soient motivés. Et la motivation, elle vient de quoi ? De trois choses. Alors, je vais terminer par le dernier, qui est celui que vous venez de dire. Il y a l'actualisation du potentiel. C'est-à-dire, est-ce que ici, je suis avec une étiquette et toute ma vie, je serai avec ce rôle et ce job et puis terminé ? Ou est-ce que ici, on m'offre des espaces pour grandir, pour apprendre, pour me développer, prendre des projets plus importants, plus intéressants, etc. Donc, actualisation du potentiel, autodirection, c'est-à-dire que mon ado, si je lui dis tu dois faire ci, tu dois faire ça, il n'aime pas tellement, il ou elle, d'accord ? On a les mêmes. En fait, les adultes, c'est pareil. C'est-à-dire, en fait, si on dit on va dans cette direction, mais c'est moi qui choisis comment j'y vais, je suis plus motivé quand on me dit pour aller là, d'abord tu vas faire ça, puis ensuite tu vas faire ça, puis ensuite tu vas faire ça. D'accord ? Donc, autodirection. Et la première condition, c'est celle que vous indiquez, dans le jargon de ces psychologues, ça s'appelle l'égalité intrinsèque. C'est-à-dire, un être humain égale un être humain. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des jobs différents, des rôles différents, des compétences différentes. Ça, ok. Mais ta parole vaut ma parole, ta parole, etc. Et on est de plein pied. Et ça, c'est très important. Enfin, ça fait vraiment partie de la façon dont ces systèmes peuvent fonctionner, quoi. Et de plein pied à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, le chauffeur routier, c'est un être humain comme toi et moi aussi, tout le temps que le PDG des SDH, on est des êtres humains. Est-ce que quelqu'un a une autre question ou dans le chat, quelqu'un sur le Zoom, n'hésitez pas. Vous allez dans les écoles de commerce ? Non, pas moi, mais Isaac enseigne à le CP Europe, donc on va dire que sur nous deux, c'est lui qui fait le job, mais il y aurait beaucoup à dire sur l'école de commerce. Je me suis beaucoup intéressé dans une partie de ma vie sur des modèles pédagogiques très innovants venant de Finlande, dans lesquels on apprend par l'action et non pas par des cours. Enfin, ça nous emmènerait sur une deuxième conférence. Je pense qu'on est fatigué. Oui, pardon. C'est comme Montessori et tout ça. Hein. Ça existe. Hein. Alors, si vous voulez, pour reprendre, ça rejoint d'ailleurs cette question d'être de plein pied. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'école mutuelle. Donc, il y a un petit livre formidable hein, qui décrit ça, dont j'ai oublié le titre maintenant. Enfin bon, toujours est-il que c'est la fin du 19e, si vous voulez, c'était une école. En fait, le système, c'est les grands qui enseignent aux moins grands, qui enseignent aux moins grands, qui enseignent aux moins grands. Et c'est des classes, en fait, tout le monde s'enseigne mutuellement. D'accord ? Donc ça a marché, mais le feu de Dieu, non seulement d'un point de vue de la qualité de l'enseignement et de l'éducation, en France. Et le feu de Dieu d'un point de vue économique, parce que vous avez un enseignant pour 50 gamins, 60, vous voyez. Ça a été bien enterré. Ça a été effectivement tué et enterré. Et pour une raison très simple, laquelle ?
Non, c'était moins cher, c'était moins cher. On ne pouvait pas faire passer les messages. Il fallait que l'État puisse, à travers ses instituteurs, contrôler et diriger les consciences et les pensées, parce que donc ça rejoint cette question de la maîtrise. Et donc, on a fait le système obligatoire qu'on connaît, etc. Donc, en fait, les façons de faire alternatives, hein, il y en a plein, et on les connaît depuis très, très longtemps, parce que là, je vous parle du 19e, mais vous n'avez qu'à voir, quand on parle d'entreprise altruiste, si vous voulez, vous n'avez qu'à voir des systèmes d'économie de peuple premier, je veux dire, les gens, ils vivent heureux hein, et en bonne santé. Hein. Bon. Pardon? Mais bien sûr que non. Ou alors ils sont manipulés par un système qui est un système de croyance, si vous voulez, mais qui est au service de la vie. Oui. Je vais alors rajouter un petit peu d'anticipation heureuse, une autre question. Ouais. C'est effectivement que si à un moment donné, les systèmes altruistes se développent et qu'on met effectivement l'individu au centre de l'entreprise du bien-être, est-ce qu'à un moment donné, on peut aussi arriver à un moment donné à un conflit idéologique entre le capitalisme et effectivement le bien-être, si à un moment donné c'est compatible ou pas? Moi, par exemple, juste une anecdote, je partage aussi avec vous, c'est il y a un mois ou deux, en fait, dans un séminaire, il y a pas une soixantaine de personnes, à un moment donné, on a fait un atelier. Et l'atelier qu'on devait faire, c'était effectivement, on avait une thématique, c'était voilà, le monde s'effondrait. Voilà, s'effondrer, on doit rebâtir une société. Et donc, effectivement, on devait rebâtir dans différents pans. Donc, c'est le plan politique, le plan du travail, l'éducation. Et donc, on avait plusieurs groupes, et c'est vrai que tous les groupes qui avaient bâti, moi je m'avais étonné, mais tout le monde avait démantelé l'entreprise. Mais pour tous les groupes, ce n'est pas compatible. C'est-à-dire que le bien-être n'est pas compatible avec l'entreprise. Effectivement, on était revenu à des choses très basiques. Par exemple, moi, je sais que dans mon groupe, on avait travaillé une entreprise, sauf de manière exceptionnelle, il fallait que ça reste minoritaire. On avait vraiment verrouillé le truc. On se disait qu'il ne fallait pas que ça ne pas refaire les erreurs d'avant avec des monopoles, avec l'exploitation, avec ces choses-là. Bon, voilà, c'est une utopie, hein, c'était ça. Mais effectivement, peut-être, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être dans l'image, on se dit effectivement, il faut privilégier le bien-être, mais à un moment donné, on se dit qu'il y a peut-être un conflit entre le capitalisme et ça. On peut savoir si vous pensez que c'est peut-être compatible ou pas, en fait, sur le terme. Vaste question. Vaste question. Mais effectivement, non, mais comment dire? Notre expérience limitée avec ces entreprises-là, c'est qu'il y en a avec tous les statuts possibles. D'accord? Et on trouve que ce n'est pas forcément ça qui est déterminant. En réalité, c'est plus le leadership des gens qui sont dedans et qui finalement, même avec des actionnaires en bourse, à la bourse de Tokyo, réussissent à faire pour le coup, à faire harakiri, si vous voulez, aux actionnaires par rapport à ce qui est leur légitime désir quand ils investissent dans une boîte. C'est-à-dire, vous voyez, enfin, mais il y a un tel leadership et puis il y a une telle expérience sur 15 ans du fait que ça, en fait, ça leur permet de gagner plus d'argent que si l'entreprise était gérée autrement, que ça le fait. Enfin, voilà. Mais on a Ardelen, c'est une coopérative, etc. Donc, moi, je pense que comment dire, je pense que je préfère l'annonce par les faits d'une réalité que dans un combat idéologique où on est sur des abstractions. Parce que je crois qu'une des grandes difficultés de notre époque, c'est la fragmentation et l'abstraction dans les échanges qu'on peut avoir, dans les systèmes politiques, économiques, etc. Donc pour le dire autrement, c'est pas une entreprise qui est là-dedans, mais une autre qui emploie souvent cette expression, ce proverbe, c'est dire fait rire, faire fait taire. Et pour moi, si vous voulez, l'enjeu du leadership, des leaders de demain, etc., c'est l'enjeu du faire. C'est plus tellement l'enjeu du dire ou des grandes déclarations. Je pense que les jeunes, d'ailleurs, sont sensibles beaucoup plus à ça. Moi, je me rappelle... voilà. Ce que je veux dire, c'est en fait les défis qu'on a relevés demain, il faudra les faire avec
sur lequel il faudra s'appuyer en disant on a besoin de nous, parce qu'on ne va pas y arriver parce que je n'ai pas l'idée qu'il faut, je n'ai pas la solution qu'il faut pour résoudre le défi climatique demain matin. Ouais. Si on avait l'idée, tout le monde serait très content parce qu'il ferait fortune, le gars qui a une théorie géniale. Et ce n'est pas le cas. Il va falloir travailler ensemble pour le faire. Mais même s'il avait l'idée, il y a un auteur qui n'est pas là-dedans, qui s'appelle Bob Townsend, qui était le patron de Avis, vous savez, la voiture de location, et qui a redressé Avis dans les années 50-60. Donc, il était un trépassé très, très charismatique. Et alors, il a un petit truc, un petit livre comme ça où il donne un peu ses préceptes, et puis c'est comme un abécédaire. Et donc, une certaine lettre, et il dit quand bien même vous auriez trouvé le moyen de réduire la pollution dans tous les États des États-Unis, la pire chose que vous pourriez faire, ça serait d'annoncer que vous avez trouvé la solution. Parce que si vous annoncez ça, vous allez avoir une armée d'experts qui vont vous expliquer comment et pourquoi c'est pas possible. La seule chose à faire, c'est d'aller trouver un État dans lequel vous allez pouvoir le faire. Et eux, ils en parleront à un autre État et à un autre État, un autre État. Et moi, je crois plus à cette manière de faire évoluer les consciences et les choses. Alors, on a une question de Nicolas Cordier. Je le connais. Voilà, c'est ça. Quelle influence de l'expérience chilienne dans ton parcours et ta vision de l'entreprise altruiste? Comment le principe d'obliquité pourrait être intégré dans l'Église, nos communautés chrétiennes? Une Église altruiste, ça donnerait quoi? Bon, c'est deux questions en fait. C'est pas une, c'est deux. Bon, enfin pour moi, mais Nicolas le sait, mais pour moi, l'expérience chilienne, elle est fondatrice, hein, dans le sens où justement, peut-être c'est pour moi qui suis né dans un milieu, la bourgeoisie industrielle alsacienne, la découverte de l'autre, quoi, hein, c'est-à-dire arriver dans les poblations du Chili et rencontrer des gens exceptionnels, mais qui n'avaient rien, quoi, hein, quasiment rien, et tisser des liens d'amitié qui durent encore aujourd'hui, c'est quelque chose d'inattendu. Et donc, c'est ce que je répondrais là-dessus. Il y aurait plein d'autres choses à dire peut-être là-dessus, mais voilà. Notamment aussi, d'ailleurs, il y a cette expérience personnelle de l'autre, mais aussi le fait de voir sous la dictature de Pinochet et dans les poblations ce que pouvait produire aussi en énergie humaine positive la solidarité à petite échelle, quoi, dans un quartier, dans un pâté de maison, enfin, voilà, la olla commune où on faisait la soupe et qu'on partageait dans le quartier, la soupe populaire, c'est des réalités quand même qui sont fortes, quoi, voilà. Donc ça, c'est la première partie de la question. La deuxième, je vais essayer de le dire calmement, mais le jour, en fait, où on arrêtera d'essayer et d'agir pour essayer de ramener des gens dans notre bercail catholique ou protestant ou peu importe, mais qu'on ira vers les gens pour leur rendre un service, pour les rejoindre là où ils sont, pour les faire avancer là où ils sont, je pense qu'on aura fait un pas de géant, quoi. C'est-à-dire aller essayer de rameuter des gens pour se rassurer soi-même qu'on pense les bonnes choses et qu'on fait partie du camp du bien, je veux dire, le monde n'en a pas besoin. Et donc, si c'est ça, les églises, elles disparaîtront. C'est tout, parce qu'on n'en aura pas besoin. Voilà. Maintenant, j'ai dit ça, je fais partie d'une équipe d'animation paroissiale et je comprends aussi les réalités, la lourdeur de tous ces systèmes hérités du passé, hein, il faut quand même le dire. Voilà, et donc j'ai aussi la foi et l'espérance qu'à l'intérieur de tout ça, exactement comme dans les grandes multinationales, il y a des graines vivantes qui ne demandent qu'à germer, je pense aussi que dans nos institutions, nos héritages religieux ou institutionnels, il y a aussi de merveilleuses graines qui ne demandent qu'à fleurir, qu'à pousser, et surtout, il y en a plein en dehors. C'est-à-dire que l'attente spirituelle de notre époque, pour moi, elle est colossale, quoi. Alors, elle est peut-être complètement inconsciente et non nommée, mais elle est colossale. Et de toute façon, l'Odyssée, de mon point de vue, dont on parle, ne se réalisera pas sans cette connexion et cette reliance.
Un point, c'est tout. Moi, je ne vois pas comment elle peut se réaliser autrement que de cette façon-là. Après, voilà, je vous parle de mes convictions, ça n'a plus rien à voir avec le livre. C'est pas dans le livre et je respecte aussi évidemment d'autres points de vue sur ces questions. Merci Nicolas. Merci beaucoup. Merci à vous. Et merci beaucoup pour la richesse de vos questions. C'est aussi ça qui fait la richesse du débat. Donc, merci de vous être déplacés. Merci à tous ceux qui étaient connectés en ligne ce soir avec nous. La vidéo sera disponible sur YouTube dans les semaines qui arrivent. Et donc, on vous invite. Donc là, c'était notre dernière séance pour le cycle de conférences de 2022, enfin, en tout cas de l'année scolaire 2021-2022. Mais on vous invite à suivre les réseaux parce qu'il y aura une autre saison qui arrivera à la rentrée. Donc, un grand merci encore, Laurent. Merci à toi.